Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie FAQ des réponses à vos questions. Je réponds aux questions qui m'ont été posées dans les commentaires pour la précédente vidéo de cette catégorie. Si vous voulez que j'analyse une société qui vous intéresse, faites de même pour cette société pour cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Mettez-moi un commentaire avec le nom de société pour que je puisse l'inclure dans la liste pour l'analyser la prochaine fois. Je suis désolé parce que je ne peux pas analyser toutes les sociétés qui vous me demandez, faute de temps évidemment, mais j'essaie de faire au mieux et je choisis les sociétés qui peuvent être les plus intéressantes pour la plupart des personnes, des abonnés Mind Cash. Avant de commencer, comme d'hab, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne afin de ne pas rater les prochaines vidéos et la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et je vous demande encore une fois des likes parce que c'est super important pour YouTube pour que plus du monde puisse voir cette chaîne. Et ceux qui veulent soutenir le projet Mind Cash, il y a un lien vers la page PayPal où vous pouvez faire une petite donation. C'est pas le montant qui est important, c'est le geste qui est important. Et ça me permettra de me rassurer que le travail que je fais vous plaît et ça me permettra de développer la chaîne et me motiver pour faire plus de vidéos. Évidemment, c'est volontaire. Quelqu'un, s'il veut aider la chaîne, peut le faire. Voilà, donc maintenant on commence et je prends la première. Bon, comme d'habitude, l'avertissement, tout ce que je fais, c'est pas des conseils d'investissement. Moi, je suis un amateur, je ne suis pas un professionnel. Ça ne concerne que moi, c'est mes analyses que je vous donne. Après, c'est à vous de faire l'analyse plus approfondie de société. Donc, évidemment, je ne peux pas connaître tous les fondamentaux des entreprises dont je parle. Je regarde principalement de l'image technique qui peut nous dire déjà certaines choses, en tout cas récente par rapport à ce qui s'est passé récemment avec l'entreprise. On verra les tendances, on verra les ratios qui représentent l'état fondamental passé de l'entreprise. Et comme ça, on essaye de faire l'analyse très générale d'une société, est-ce qu'il est intéressant d'investir ou pas. Et n'oubliez pas les trois piliers d'investissement du projet Mind Cash, c'est macroéconomie d'abord, big picture, vous devez comprendre qu'est-ce que font les marchés aujourd'hui, quels sont les risques globaux auxquels nous sommes en train de faire face. Deuxièmement, on va regarder les fondamentaux et troisièmement, c'est l'analyse technique pour optimiser vos points d'entrée ou de points de sortie. Voilà, donc ça c'est fait, on peut commencer à passer aux entreprises concrètes. Donc la première société que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Walt Disney. C'est une société qui m'intéresse aussi personnellement pour mon portefeuille personnel. Donc évidemment, c'est une société qui a été affectée par la crise de coronavirus. Donc nous sommes en train de toujours être en pleine dans cette crise, même si les marchés ont rebondi pas mal. Mais dans tous les cas, avec la fermeture des parcs et les problèmes qui sont liés effectivement au confinement des personnes, la société Walt Disney, c'est une des qui était les plus touchées par cette crise. Mais après, il faut catégoriser les sociétés qui ont été touchées, qui ont été dans le tourment de cette crise de coronavirus, et les sociétés il faut essayer d'estimer comment la société va sortir de cette crise. Par exemple, pour les compagnies aériennes, clairement, cette crise peut être fatale. Pour d'autres secteurs aussi, typiquement pour le secteur pétrolier, notamment d'ailleurs probablement pour le secteur bancaire, ça c'est des secteurs sur lesquels je suis très très réservé. Autant pour la société comme Walt Disney, l'histoire peut être toute différente. Effectivement, ils vont subir des fortes corrections au niveau de leurs résultats, au niveau de tout leur ratio opérationnel. Donc l'année 2020, ça sera une année catastrophique pour Walt Disney, mais pour une entreprise aussi solide avec une telle histoire. Mais dans tous les cas, c'est une entreprise qui possède des avantages concurrentiels. En fait, il y a de la clientèle assez jeune, on va dire, qui est régulière et du coup, cette entreprise qui produit des rêves aux enfants. Voilà, donc ça c'est clair et certain, je pense que ceux qui ont des enfants le savent, donc il y en a beaucoup qui rêvent d'aller en Disneyland, qui regardent les dessins animés de Walt Disney, etc. etc. Donc, notamment, par exemple, cette entreprise a lancé aussi une chaîne des vidéos à la demande type Netflix, et d'ailleurs ils ont récupéré les droits de Netflix pour la diffusion de leurs dessins animés. Donc c'est un autre créneau sur lequel Walt Disney est positionné. Donc, et cette société qui pourrait très bien faire partie de ma fameuse catégorie A, en fait, parce que moi, on me pose souvent les questions, quelles sont les sociétés qui font partie de la catégorie A? La liste, vous pouvez trouver sur ma page Facebook, qui est aussi
le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et cette société, il pourrait en faire partie effectivement, mais on va regarder les ratios. Je vous promets, comme d'habitude, moi je n'ai pas préparé les vidéos, comme ça vous permet de voir la logique en fait des recherches que je fais quand j'analyse une entreprise. Donc voilà. Donc bon, évidemment, Walt Disney, c'est pas une société que j'ai jamais regardée, mais je l'ai pas regardée récemment. Voilà, c'est ça qui est important. Donc les ratios, nous commençons par le ratio PE. Bon, PE c'est un ratio que je regarde très rarement, en tout cas je vous le dis ça tout le temps. C'est un ratio que j'aime pas, qui est très facile à fausser, qui ne tient pas compte de la dette. Moi je préfère d'utiliser un ratio qui s'appelle EV/EBITDA, donc c'est une valeur d'entreprise divisée par le résultat opérationnel, et je vais le regarder tout de suite sur notre site. Voilà, et au niveau de ce ratio qui permet de valoriser à peu près l'entreprise par rapport à ses performances, déjà, on voit tout de suite un problème. Donc 16,20, ça c'est le ratio qui tient compte des données passées avant la crise de coronavirus, donc il n'est absolument pas valable. Ça c'est le ratio annuel, donc ça c'est la clôture de l'année précédente. Et maintenant le ratio qui est déjà en mars 2020, il est à 78, donc ça évidemment ça tient compte déjà des baisses des résultats de l'entreprise pendant la crise. Mais par contre les ratios passés ont été toujours très élevés. Par contre current, donc là non, je pense que c'est quelque chose, c'est une erreur je pense sur leur site, parce que ce n'est pas possible, parce que la clôture de l'exercice de la fin d'année dernière, c'était à 70. Donc cette entreprise, en tout cas, je pense qu'ici il y a un problème avec ce chiffre, il faut voir ce que c'est. Elle était toujours valorisée très cher, donc ça c'est pas possible. Je veux juste pour vous donner l'ordre d'idée, moi je trouve que les entreprises qui sont pas chères, qui sont assez intéressantes à regarder, ce sont EV, il est en dessous de 15. Donc après ça peut varier selon le secteur, de l'un à l'autre, c'est pas pareil. Mais en tout cas, quand je vois les valeurs d'entreprise divisées par EBITDA, ça veut dire que la valeur d'entreprise elle est trop importante par rapport à leur résultat opérationnel. Et c'est pareil, l'image qu'on voit sur le PE qui est presque à 40, ce qui est énorme. Bon, la moyenne de l'industrie, je ne sais pas qu'est-ce qui est tient en compte comme l'industrie, mais ça me paraît vraiment important. Donc déjà, la première idée que j'ai sur cette entreprise, c'est qu'elle est trop chère, déjà. 2 points de leur valorisation par rapport à leur résultat opérationnel, c'est trop cher, en tout cas selon les premiers ratios qui me sautent dans les yeux. Price to book, cela veut dire que leur valeur comptable il est 2 fois inférieure à la valeur du marché. C'est tout à fait normal parce que évidemment qu'on a investi dans Wall Street, je sais pas pourquoi je veux dire Wall Street Journal à chaque fois, dans Walt Disney, on n'achète pas les actifs comptables, on achète les perspectives de l'entreprise, les flux de trésorerie stables de cette entreprise, etc. Donc voilà. Au niveau de stabilité de leur flou, parce que vu la valorisation énorme, il devrait être excellent, parce que sinon je ne paierais jamais, je n'aurais même pas idée de payer pour une entreprise tellement cher si leurs performances opérationnelles ne sont pas stables et croissantes significativement. Donc là on peut voir que sur 4 dernières années, la croissance, donc ici était médiocre, quasiment, elle était même en baisse, ça c'est le chiffre d'affaires. Ici, il a commencé à augmenter, donc là, la société croît correctement, on peut dire. Voilà, le résultat opérationnel, operating income, il est stable. Donc là, il n'est rien de fou. Par contre, le cash flow, on va voir net income, à peu près, il suit à peu près le résultat, la même tendance que le résultat opérationnel. Ça, c'est le revenu net. Et puis, le bénéfice par action... Voilà. Bénéfice par action, il est variable quand même. Parce que là, c'était élevé. L'année dernière, c'était un peu moins que les années précédentes. En tout cas, la première impression que j'ai, c'est que c'est une entreprise qui est très cher valorisée. En tout cas, aujourd'hui. Cash flow statement. Ça, c'est le cash. Est-ce que cette entreprise génère du cash tous les ans? Net changing cash. Ouais, elle est positive, mais pas grand-chose. Donc, c'est une entreprise qui n'est c'est pas une cash machine en tout cas. Donc, pour l'instant, ça m'inspire à rien. En tout cas, selon ce que je vois aujourd'hui, mais je continue avec d'autres ratios. Peut-être d'autres ratios sont excellents. On verra. Donc, maintenant, la marge brute 36, c'est bien, mais pas exceptionnel. Marge nette moyenne sur 5 ans 17,2, c'est bien. Mais par contre, la dernière, elle est beaucoup plus faible. Mais peut-être ces chiffres tiennent déjà partiellement compte de coronavirus. C'est compliqué à dire comme ça. Ensuite, return on investment.
Return on equity à 20 et à 12. Ça, c'est correct. C'est une entreprise rentable, mais pas rentable de folie. Donc, c'est pas les chiffres comme 20. Pour moi, à partir de 10, ça peut être intéressant. C'est presque 13, c'est bien. Mais après, il faut comprendre qu'il y a quand même une crise qu'il est en train de vivre. Donc après, comment elle va sortir, cette crise? Est-ce qu'il n'y aura pas de transformation? Est-ce qu'il n'y aura pas d'impact qui sera plus durable qu'on s'attend? Ça, c'est une question ouverte. Ensuite, il y a une baisse des bénéfices par action. Ça, c'est très alarmant. Ça, c'est pas un bon signe. Après, je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a eu des résultats exceptionnels parce que ça me paraît vraiment beaucoup. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce dossier, parce que pour moi, la baisse de bénéfices par action, c'est-à-dire peut-être qu'ils ont investi dans quelque chose qui a réduit ou ils ont eu des charges exceptionnelles sur un dernier exercice. Mais pourtant, la croissance de earning per share de 8% tous les ans sur 5 ans, ça me paraît pas mal. Mais j'ai l'impression que le dernier exercice, il a un problème. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui a été attribué à Walt Disney. Donc ça, il faut regarder. La dette, il y en a, mais pas beaucoup. Donc 47% des capitaux propres, c'est pas une société endettée, au pur sens du terme. Et visiblement, le dividende était coupé, mais le dividende moyen sur 5 ans, il était que dalle à 1,5%. Comme ça, fondamentalement, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, aujourd'hui, en tout cas au prix actuel, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Regardons maintenant l'image technique de Walt Disney, à quoi ça ressemble. Alors, Walt Disney. Donc là, évidemment, on voit là notre baisse de coronavirus. Bon, regardons sur un an. Bon, déjà, la grande tendance. La grande tendance, elle a été haussière depuis 2009. Bon, c'est classique, quand les marchés ont reparti à la hausse. Je vais dessiner le graphique. Donc là, on avait ce canal qui me paraît assez large quand même. Voilà, donc ça. On était dans ce canal depuis 2005 même, voilà. Donc là, ça, c'est la baisse de 2008-2009. Et d'ailleurs, cette entreprise, au niveau de sensibilité à la crise, en fait, elle est passée de 35 jusqu'à 20. Donc pour la crise de l'ampleur de subprimes, c'est pas énorme. Moi, je trouve que c'est pas trop mal, vraiment, Dans tous les cas, de point de vue technique, clairement, on distingue le niveau. Donc ça, c'est le moyen de ce canal qui a été franchi en 2014. Et là, on se balade dans la partie supérieure de ce canal haussier. Maintenant, avec le coronavirus, on a fait que dalle. Donc on n'est même pas allé jusqu'au plus bas du canal. On a touché sur 80 à peu près. Et puis, ça c'est mensuel, ça me paraît quand même un peu trop... Voilà, donc ça, je pense que ça va être un peu mieux comme ça. Et maintenant, on est en train de rebondir vers la ligne médiane de ce canal. Donc ça, vous voyez comme d'habitude, c'est assez logique. On repère assez facilement les niveaux. Et donc ce niveau, elle se trouve autour de 110. Ça, c'est un chiffre rond, très facile à retenir. Donc, qu'est-ce qui peut se passer, encore une fois, pour Walt Disney? C'est que il y a clairement deux scénarios en fait. Le scénario positif, si la sortie de la crise de coronavirus se ferait sans dégâts pour Walt Disney, donc ils repartent vite et aussi repartent l'économie, les marchés et le contexte global. Je vous mets un accent toujours qu'il faut toujours tenir compte du contexte global reste positif. Aujourd'hui, il est positif, mais ça peut changer. Donc, certainement, on va franchir cette ligne, on va continuer à se balader de ce canal. Mais ça, c'est un avis très optimiste. Si on est pessimiste sur cette valeur, dans ce cas-là, il faudra envisager un autre scénario. C'est qu'on ira retester ce canal baissier. Et ce canal baissier, on se trouve aujourd'hui au niveau des 70 sur l'action. Donc si je prends les niveaux horizontaux, ce qui est très pratique, peut-être un peu plus pratique à voir, donc on voit qu'il y a des supports qui sont
qui sont assez puissants à 90. Donc ça sera certainement au niveau sur lequel on pourrait rebondir. Et si on casse ce niveau, effectivement, c'est dans ce cas-là, en deuxième temps, on pourra aller chercher le plus bas de ce canal. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est une entreprise qui est largement surévaluée. Donc, je ne pense pas qu'elle fera partie de mon portefeuille, même au prix de 70, 80. Je ne pense pas. Je pense qu'elle a un énorme potentiel de baisse. Donc, si on regarde dans le passé, effectivement, bon, là, déjà les prix, cette baisse qu'on voit aujourd'hui pendant cette crise que nous sommes en train de vivre, c'est par rapport à des niveaux vraiment hallucinants. Il était dans la stratosphère déjà, et là, il est redescendu un petit peu proche à la Terre, mais ne pas au niveau de la Terre. Donc, vraiment, là où ça a été cassé réellement, on va dire le trend normal long terme de Walt Disney, parce que le business model n'a pas tellement changé, il se situe à 43, vous voyez, 44, 45 dollars pour l'action. Donc c'est à ces niveaux-là, si le marché nous permet, on peut retomber carrément jusqu'à là. Ça fait vraiment une baisse de plus de 50%. Et ça, c'est pas impossible. Avec des fondamentaux qu'ils ont, avec la survalorisation qu'ils ont, pour moi, ce n'est pas forcément possible. Il suffit juste de casser la ligne basse du canal haussier. Voilà, donc je pense que je ne veux pas trop m'arrêter sur cette entreprise parce que moi, je m'entendais un petit peu mieux. Mais dans tous les cas, en tout cas, moi, à mon avis personnel, moi, je ne le mettrai pas dans mon portefeuille. En tout cas, au prix actuel. Voilà, la deuxième société que nous allons regarder aujourd'hui, c'est Chargeur. Je vais vous dire en fait que j'ai une histoire assez positive avec cette entreprise parce que ça, c'était mon meilleur investissement de tout le temps. Parce que j'ai acheté cette entreprise que je trouvais très sous-évoluée. J'ai lu pas mal de bilans, donc là, c'est quand je démarrais mes investissements, on va dire, fondamentaux. J'ai investi à 3 euros à l'époque. Donc, et là, je trouvais cette entreprise qui est dans le secteur du textile et maintenant ils font aussi les fils protecteurs. Et notamment, il s'est retrouvé maintenant dans les radars des médias parce qu'ils font des masques contre le coronavirus. Donc, c'est une meilleure, on va dire, c'est ma meilleure performance que j'ai jamais eue. En fait, je pense que je fais 10 fois la mise. Ou non, pas 10 fois. Je l'ai vendu à 23 ou 24. Donc voilà, donc je fais, en fait, je fais beaucoup en pourcentage en tout cas. Donc voilà, c'est... En fait, déjà, quand la société est en tournée de cette atmosphère un petit peu du hype et de buzz autour de l'histoire de coronavirus, il faut toujours faire attention parce qu'effectivement, elle peut faire un grand spike sur le marché financier, mais est-ce qu'il va assurer derrière? Est-ce qu'elle va rester à ces niveaux-là? Donc, je n'ai pas regardé encore l'image technique, mais certainement, on doit avoir une graphique qui fait très fortement à la hausse. Mais après, est-ce que cette société, opérationnellement, à long terme, elle est capable de reprendre une tendance très forte à la hausse? Donc maintenant, on va regarder quels sont ces ratios. Donc 26, déjà, on est en pleine crise coronavirus, elle est chère. Et par rapport à l'industrie, elle est chère aussi. Donc déjà ça. Par contre, par rapport au son chiffre d'affaires, c'est pas très cher parce que en fait le market cap, en fait la valorisation boursière de cette entreprise représente seulement 66% de leur chiffre d'affaires. C'est pas cher, c'est pas cher. Après, ça dépend si ce chiffre-là, il tient en compte des ventes des masques, évidemment, ce qui est très spécifique à la situation actuelle. Donc, est-ce que ça, c'est le cas? Dans ce cas-là, il faudra peut-être ajuster ce chiffre. Price to book, donc, il est valorisé plus que leur actif, mais si c'est une entreprise en bonne santé, 1,7, le ratio qui est tout à fait bien, c'est-à-dire que valorisation boursière, elle est 70% supérieure à leur valeur pure d'actifs comptables. C'est pas étonnant. Voilà. Je voulais juste vous parler un petit peu de la différence entre tangible book et book. Tangible book, c'est des actifs physiques matériels. Et book tout court, il tient en compte des droits, des goodwill, des écarts d'acquisition, des actifs intangibles. Donc parfois, elles ont des licences, des choses comme ça. Donc ça, c'est très important. Vous voyez que ici, la différence, elle est importante. C'est pour ça que je voulais en parler. Parce que le book tangible, vraiment, s'ils vendent leurs objets physiques, fera... En fait, la valeur marché, il est 7 fois supérieur quand même à leur valeur tangible. Mais ça ne va rien dire, en fait. Parce qu'ici, on ne cherche pas à trouver une valeur à la casse. Donc, grosse marge, elle est à 27%. Et la marge nette, elle est à seulement 4%. Ça, c'est pas suffisant. Bon, en tout cas, pour moi, ce n'est pas suffisant pour justifier le PE ratio aussi élevé. Donc, je vais quand même regarder aussi sur...
Yahoo, quel est son EV/EBITDA? Et vous voyez, donc ça c'est un très bel exemple, surtout par rapport à Walt Disney, c'est que EV/EBITDA, il est beaucoup plus intéressante que le PE. Parce que 10,26, si on tient compte de la dette, c'est-à-dire qu'il y a des chances que c'est une bonne dette, donc elle contribue pas mal dans leur performance opérationnelle de cette entreprise. Donc du coup, pour moi, c'est pas mauvais. Donc 10,26 pour moi, je trouve ça assez intéressant. Donc ensuite, donc pour les marges, je suis assez déçu par rapport aux marges. En plus, la marge moyenne sur 5 ans de 4%, c'est pas beaucoup. Et l'année dernière, ça a baissé à 2,5. Donc c'est pas, pour moi, c'est un petit peu juste. Et la rentabilité, elle est faible. Clairement, elle est en dessous de mes attentes. Donc return on equity, pour moi, à partir de 15, quelque chose, c'est assez intéressant. À partir de 10 pour ça, pour une entreprise classique, c'est aussi pas mal. Mais ici, on est loin. On est 2 fois moins. Donc, et la perte de bénéfices, non, je pense que c'est une société qui a un petit peu, qui s'est essoufflée quand même. En tout cas, selon les ratios que je vois. Par contre, leur situation financière à court terme, il n'y a pas de problème au niveau de dette. L'endettement, pourtant, il est élevé. L'endettement total, il est élevé. Le dividende de 3% moyenne, c'est pas bon. Et ça représente 63% de leurs bénéfices. Ouais, c'est pas bon, c'est pas fou, mais ça peut être une idée. Après, c'est à vous de voir, parce que moi, je pense pas que ça m'intéresserait aujourd'hui cette entreprise. Mais si ça vous intéresse, on va regarder aussi qu'est-ce que. Voilà, vous voyez, donc c'est ce que j'étais en train de dire. Donc effectivement que on avait vu des spikes de voilà, vous voyez, on est parti avant 3. Donc ça, c'était visiblement sur sur des sujets qui sont purement liés à coronavirus. Donc c'est pas du tout représentatif. Il faut pas se tomber dans un piège avec ces spikes comme ça. Donc là, si on regarde tendance long terme, vous voyez, c'est que cette entreprise, elle était, oh, c'est là que je l'ai acheté à peu près. Voilà, il y a longtemps. Donc elle est restée très longtemps en sideways market, donc du coup elle a baissé, il ne faisait rien pendant quelques années. Et maintenant il est suivi à partir de 2014-2015, il a fait une remontée fulgurante. Après il est resté effectivement dans un range assez important. Et maintenant il est clairement dans une tendance baissière. En fait c'est une société qui attend des déclin. Et c'est représenté dans leurs résultats opérationnels, honnêtement. Parce on a vu ça déjà dans leurs résultats qui sont en train de diminuer. La rentabilité n'est pas élevée. Et ce spike, il faut oublier parce que ça c'est une histoire spécifique au coronavirus qui visiblement, qui pour moi ne changera rien. Donc du coup, cette entreprise elle va continuer à descendre et probablement pour retrouver les niveaux auxquels je les ai achetés à l'époque. Donc moi je vois pas, en tout cas dans les ratios globaux, dans l'image technique, comme ça, je ne vois pas du potentiel pour cette entreprise. Seul point positif, c'est EV/EBITDA qui est assez intéressant, qui n'est pas énorme. Mais bon, là, je pense que, en tout cas, moi, je ne serais pas intéressé en état actuel par cette entreprise. Voilà, prochaine société. Voilà, société Norwegian Cruise Line. Ça, c'est une société qui font des croisières. Et c'est comme Carnival, etc. Donc, parce que Carnival, je pense, c'est le premier au monde. Bon, évidemment, encore une fois, ça, c'est l'histoire de coronavirus, parce que ce secteur est littéralement massacré. Mais typiquement, contrairement à Walt Disney, et c'est ce que je venais de vous dire, c'est qu'il y a des secteurs qui peuvent ne pas repartir. Faites beaucoup attention à investir ce genre de sociétés qui vous paraissent probablement pas chères aujourd'hui, mais ça peut être une fausse bonne idée. Parce que, tout simplement, imaginez que la société, elle est en train de faire face à des énormes dettes. Parce qu'en général, ces sociétés, on va voir les ratios, je vous promets que je n'ai pas encore regardé, je fais exprès. Je pense que cette société est très endettée. Elle est endettée pourquoi? Parce qu'ils ont tous leurs bateaux, tous leurs énormes bateaux, ils ont tous en leasing. Souvent. Peut-être c'est une exception pour... Je ne connais pas le bilan, donc, mais généralement c'est le cas. Et donc maintenant, ils ont fait face avec une rupture totale du chiffre d'affaires, du résultat, et pourtant les dettes sont toujours là. Ce qui est facile pour eux de faire, c'est de faire en défaut, de repartir de la page blanche, plutôt que essayer de sauver ce business. Donc faites beaucoup attention à ça parce que dans ce cas-là, vous pouvez être ruiné même en tant que créancier, même si vous avez des obligations de cette société, c'est pas nécessairement une bonne idée. C'est pas les sociétés que on va naturellement sauver. C'est pas Total, c'est pas ExxonMobil, c'est pas même Boeing.
bon, même Boeing surtout, même American Airlines ou Delta, ils peuvent être sauvés avec plus de chances que ce genre des entreprises. Même s'il y a eu déjà des cas quand aux États-Unis, quand les sociétés aériennes ont fait faillite. Donc je ne dis pas qu'ils vont être sauvés. Mais ces sociétés vont être sauvées en dernier moment, clairement. Parce que s'ils vont sauver tout l'ensemble des industries impactées par le coronavirus, oui. Mais si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, ça peut être très difficile. Ils peuvent passer par une procédure de faillite de chapitre 11 aux États-Unis. Donc faites quand même attention parce que là, le risque est énorme. Quelle que soit votre opinion sur cette entreprise, moi je mettrais vraiment maximum 1% de portefeuille dedans. Parce que si cette entreprise repart, elle va vous faire X5 peut-être. Donc sur cette valeur. Donc du coup, votre 1% va devenir 5% dans votre portefeuille. Et ça va être le gain. Mais si vous perdez, vous risquez de perdre l'intégralité de votre position. Faites beaucoup attention à ça. Donc c'est un secteur très difficile aujourd'hui. Donc les ratios. Les ratios, maintenant 2, bon, évidemment, mais encore une fois, il ne faut pas regarder, c'est pas parce qu'elle n'est pas chère, parce qu'elle est calculée par rapport au le prix actuel qui s'est dégringolé et les revenus qui étaient de l'année passée. Donc, c'est pas juste ce calcul, c'est pas du tout juste. Price to sales, aussi pareil, parce que ici, dans le premier prix, c'est price, parce que le price, c'est ce que vous voyez ici, mais c'est le price après le coronavirus, et le sales, c'est avant le coronavirus. Donc, évidemment, ces chiffres sont complètement misleading et n'ont aucun sens dans cette situation. Donc, price to book, vous voyez, mais le book, je ne sais pas s'ils ont leur bateau, en fait. Donc, ça peut paraître pas cher, mais si l'entreprise fait faillite, elle doit vendre tout, parce qu'ils auront certainement beaucoup de dettes. Donc du coup, ça veut dire que leur book, il ne restera pas grand-chose. Je ne pense pas que le book net, en fait, il est bien positif. Donc voilà, les marges, maintenant, les marges sont confortables, mais c'est les marges encore avant. Donc, il faut voir. Donc, c'est pas quelles seront les marges après la crise. Donc, et en plus, déjà, avant, leur rentabilité n'était pas folle. Hein. Donc, on est limite à 15%, qui est une limite pour moi à partir de laquelle je commence à regarder sérieusement quelque chose. Mais évidemment, comme je vous ai dit, visiblement, ils ont beaucoup de dettes. Donc, quand on passe à un return on investment qui tient compte de la dette, on passe seulement à 6,7. Donc, c'est pas hyper rentable. Bon, cette rentabilité est correcte si tout va bien. Mais ça reste quand même, déjà, quand tout va bien, la rentabilité n'est pas folle, mais maintenant, ça ne sera pas les mêmes chiffres. Donc, et oui, moi, en fait, bon, je m'attendais même à pire, mais total debt to equity, elle est à plus de 100% de leur capitaux propres. Donc et je viens juste de voir qu'il y a un autre énorme problème, ça c'est ce ratio. Ce ratio représente le rapport entre les actifs liquides et les dettes court terme. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'actifs liquides, largement pas du tout assez, pour faire face à leur engagement court terme. Donc pour moi, c'est une entreprise qui est proche de la faillite. Vraiment, elle peut faire faillite sans aucun problème. Donc faites beaucoup attention. Moi, je ne mettrai pas mes pieds dedans. Donc là, je vais regarder juste pour rigoler, on va dire, le technique. Mais donc là, j'imagine à quoi ça ressemble. Oui, voilà, donc on n'est pas... Je ne sais pas depuis quand elle est cotée, cette entreprise, mais... En fait, elle est cotée seulement depuis 2013, apparemment. Après, je ne sais pas si... Bon, je sais pas s'il y a toutes les... Mais dans tous les cas, on est vraiment dans les plus bas et on peut... Bon, encore une fois, ici, on peut... Mais s'il n'y a même rien à regarder de point de vue technique, effectivement, c'était une société en croissance pendant des années, quand tout allait bien. Mais maintenant, rien ne va bien pour cette entreprise. Donc, et ça, il faut pas oublier. Donc on a largement cassé. Et qu'est-ce qui va se passer après? Pour moi, c'est une société qui peut s'approcher de la faillite. Bon, l'image technique ne va rien dire. Donc, croire qu'on va passer par là. Donc, si tout va bien, si tout repart, là, effectivement, vous avez un upside qui est juste monstrueux. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez faire 5 fois la mise. Donc, c'est-à-dire que la position qu'on peut envisager ici, c'est être prêt à tout perdre. Donc, vous faites comme si c'était une option. Vous achetez pour 1% maximum de votre portefeuille. Vous achetez ces actions et vous les laissez en espérant que la société s'en sorte. Ça peut être une stratégie. D'ailleurs, ça, c'est une stratégie parce que moindre bonne nouvelle sur ce secteur va faire exploser les cours.
clairement. Mais, mais il faut bien gérer votre exposition dans ce cas-là, parce qu'il ne faut surtout pas exagérer avec ne pas aller genre à 10%, 15% de votre portefeuille sur ce genre d'actions. Voilà, suivante, notre société que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est AT&T, c'est une des majors de la côte américaine. Donc initialement, évidemment, c'est une société de télécom, mais c'est beaucoup plus que télécom aujourd'hui, c'est un géant holding de médias. En fait, il faut voir exactement comme ça et pas uniquement comme le secteur de télécom. Donc c'est pas du tout la vérité, c'est pas l'équivalent de Orange. Donc Communication Services, c'est quand même un petit peu restrictif par rapport au business. Ce qui est très important pour cette entreprise, que cette entreprise, elle fait partie des aristocrates des dividendes. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise qui, depuis plus de 25 ans, si je ne me trompe pas, augmente leurs dividendes. Non seulement ne payent leurs dividendes, mais ils augmentent leurs dividendes. C'est souvent une entreprise qui est idéale pour ceux qui veulent vivre de la bourse, qui veulent toucher les revenus passifs de la bourse. Souvent, ils ont cette entreprise dans le portefeuille et beaucoup de fonds de pension américains, et non seulement américains, qui ont cette entreprise dans leur portefeuille. En général, c'est une entreprise qui est vue comme une entreprise défensive, donc, et très généreuse envers ses actionnaires. Donc, regardons maintenant les ratios, et les pas chers d'ailleurs. Dans les ratios, je ne m'attends pas à voir des choses très chères. Donc, PE ratio 14,6. D'ailleurs, ils ont acheté Warner, Time Warner, pardon. Voilà. Donc, PE ratio 14,66, ça c'est pas mal. Voilà, et TNT, au niveau de EV/EBITDA, nous regardons. Bon, après, je comprends pas pourquoi elle me montre que. Il n'était pas à 30 avant quand même, je pense. Je commence à faire un peu moins confiance à. Donc, mais là, ça, c'est déjà avec le coronavirus. Donc, évidemment, il y a pour beaucoup d'entreprises, il y a des chiffres qu'ils ont cotés. Mais au jour actuel, c'est proche de 7 de EV/EBITDA. Donc, ça me paraît assez intéressant. Donc, c'est pas une entreprise très chère, pas non plus très bon marché. Donc, le prix de bourse le prix de marché correspond plus ou moins à une année de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal non plus. Pas mal aussi. Donc, ensuite, price to book. Vous voyez, donc elle est valorisée. Donc, le marché ne valorise pas tant que ça les perspectives de cette entreprise. Donc, elle est valorisée à peu près à la valeur comptable de leur book. Donc, c'est seulement 16% plus que la valeur comptable de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que le marché ne s'attend pas énormément et la majorité de gens y investissent pour les dividendes. Ça, c'est clair et net. La grosse marge, 54%, c'est très bien. Net marge, un peu plus de 8 pour une entreprise aussi stable, bon, c'est tenable. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même un potentiel d'augmenter leur marge. Donc, la rentabilité. La rentabilité est faible. Moi, je ne m'attendais pas de voir un miracle ici. 8 pour return on equity. Bon, c'est pas beaucoup. C'est vrai qu'ici, ça devrait être un peu plus. Donc, c'est pas une société hyper rentable, mais c'est une société qui est tellement stable qu'il fait juste gagner de l'argent dans leur business où ils sont et reverser les dividendes à leurs actionnaires. Donc, c'est vraiment une machine pour des dividendes. Voilà. Et au niveau des croissances des bénéfices par action, c'est pas mal, même 9% sur 5 ans en moyenne. Donc, ça, c'est pas trop mal. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est que l'entreprise verse presque 80% de leurs bénéfices sous une forme de dividende qui représente avec le cours actuel 7,2. Donc 7,2. C'est ce qui est très important quand on voit les dividendes monstres comme ça. Est-ce qu'ils ont du cash? Est-ce qu'ils ont du cash flow pour payer le dividende? S'ils ont aussi du cash flow, on peut essayer une aventure. Donc, et ils ont du cash flow. Vous voyez, free cash flow, ça c'est l'argent, ce qui reste sur le compte. Systématiquement, ils ont de l'argent, même si ça diminue, mais ce n'est pas forcément un problème. Ça peut être lié à une acquisition, à quelque chose. Donc, ils ont du cash flow qui sort dans une société. Donc, c'est une société qui n'a pas besoin d'emprunter pour reverser les dividendes. Donc, voilà. Pour les dividendes, cette entreprise, elle peut être très intéressante. Et c'est vrai que leur cours, elle est assez stable. Chaque fois que je la regarde, elle est autour de 30-35. Donc là, évidemment, avec la crise, elle a baissé. Donc, c'est une entreprise qui peut être intéressante à considérer. Donc, son ticker, c'est T. C'est facile à retenir.
Donc vous voyez, il fait rien, hein. C'est une société qui fait rien sur pas mal d'années. Donc il est dans un grand cycle. Ouais, ça fait. Ce que je vous ai dit, c'est que c'est une société vraiment au dividende. Donc ouais, mais ça c'est la ici, si vous voulez, ça c'est la bulle Internet. Donc évidemment, tous les secteurs technologiques, et là c'était une grande technologie à l'époque, donc évidemment ils ont bénéficié. Donc ça c'est, on va dire, presque une erreur de parcours. Mais depuis des années 90, mi-90, elle est restée dans un énorme range entre ventes, bon, un peu plus bas peut-être, mais c'était combien là? Donc on va dire entre vente 25 et 43. Donc pour eux, c'est vraiment le plus bas auquel on peut acheter pendant la crise. Moi, je le prendrais pendant la crise, je le prendrais à ces niveaux-là. Et c'est pas loin d'ailleurs, 28, c'est déjà intéressant. Et le plus bas, si la crise s'aggrave, 24, 25, c'est vraiment une entreprise qu'on peut choper sans aucun problème. Donc, et on n'est pas loin, on est seulement à quoi, à 4 quelques dollars. Vraiment du niveau béton sur cette entreprise. Et c'est tout à fait probable. Si la crise reprenne, ce qui est d'ailleurs mon scénario, qu'on va facilement aller voir ces niveaux-là. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une société qu'il faut garder l'œil dessus pendant cette crise de coronavirus. Voilà, et probablement la dernière société que nous allons regarder aujourd'hui, c'est Swatch Group. En fait, c'est une entreprise suisse, donc là, vous connaissez parfaitement, je pense, que les produits de cette entreprise. Ils produisent des montres de la bijouterie de systèmes, des différents systèmes électroniques. Donc, bon, c'est une entreprise suisse, donc cotée en francs suisses. Et jamais regardé, je pense, que cette entreprise, ça fait longtemps. Donc, PE ratio 13, ça me paraît, bon, déjà. Swatch Group. Au PE ratio, effectivement, il n'est pas très cher. Donc, si on croit à ce site, Yahoo Finance, 100,7, c'est vraiment pas très cher. Et EV et BETA, pardon. PE ratio, il n'est pas énorme non plus. Hein. Price to sales, donc pas non plus. Donc c'est à peu près le chiffre d'affaires représente à peu près la valorisation boursière, un an de chiffre d'affaires. Et elle est sous-valorisée par rapport à ses actifs, y compris les actifs tangibles. Donc si elle vend tout aujourd'hui, elle coûte plus cher. Leurs actifs coûtent plus cher que leur valorisation boursière. Ça, c'est fou. Donc, et la plupart de leurs actifs sont des actifs tangibles. Par contre, ça, je suis assez étonné d'ailleurs. Grosse marge, 80%. Ça, c'est excellent. Par contre, la marge nette, elle passe tout de suite à 10. Ça reste raisonnable, mais quand même, la différence me fait un peu peur. Donc ensuite, la rentabilité, bon, visiblement, elle n'a pas de dette, apparemment, parce que ici, on voit à peu près le même chiffre, donc 7,7%, et 6, bon, presque pareil. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, il y a à voyer, donc systématiquement, ils perdent un petit peu le bénéfice par action, donc du coup, ils ne sont pas en croissance, c'est pas une société de croissance. Ouf, là ici c'est génial parce que current ratio, donc ils ont des actifs liquides 7 fois supérieurs à leurs dettes. Bon, ils n'ont aucun problème avec les dettes et il n'y a pas de dette. Donc là vraiment il y a zéro dette comme je vous ai dit. Mais c'est joli comme entreprise, vraiment c'est sympa. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir. Le dividende, 57% de leurs bénéfices c'est correct et 3% de dividendes c'est correct aussi. Donc là je vais regarder un petit peu leur flux parce que ça commence à m'intéresser un petit peu plus. Donc le chiffre d'affaires en croissance, il a baissé un petit peu en 2019, mais rien de grave. Net income stable aussi. Bon, c'est stable en fait, c'est pas vraiment en croissance, j'ai pas envie de dire que. Ok, et au niveau de trésorerie, comment ça se passe chez eux? Donc free cash flow, surtout, ça m'intéresse. Donc ici, il a du free cash flow partout, sauf 2019. 2019, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ils ont même du free cash flow pour. Donc c'est une société qui me paraît vraiment très solide. Peut-être je ne connais pas tout, peut-être il y a quelque chose que je ne vois pas, peut-être quelque chose qu'on verra sur l'analyse technique. Swatch Group.
C'est bon. Et cette entreprise qui a énormément baissé. C'est quand même... Ça commence à m'intéresser réellement, cette histoire-là. Mais par contre, il faut admettre qu'ils ont, depuis mai 2018, il faut quand même voir qu'il y a une grosse tendance baissière. Donc là... Après, pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Mais j'avoue que cette société, en fait, elle fait tout le temps comme ça. C'est une figure technique, tête avec des épaules, à peu près partout. Donc là, elle montait depuis 2008-2009. Là, clairement, elle a monté très haut. Ensuite, elle avait une grosse phase baissière. Il vit vraiment ces phases baissières. Et rien n'empêche que quand on arrive à ces niveaux-là, je pense que c'est une société que je vais regarder de près, en fait. Parce que ce niveau me paraît vraiment, le niveau béton, c'est 120, mais on est assez loin encore. Mais on peut y arriver, hein. On peut y arriver vite. Mais par contre, on peut commencer à se positionner déjà à partir de 160, ce qui n'est pas loin. Vous voyez? Ça me plaît bien. Je pense que Swatch Group, je vais le rajouter dans mon... Allez, catégorie C. On va voir comme ça. Bon, après, la rentabilité c'est pas fou, mais bon. C'est pas la rentabilité qui fait tout. C'est une entreprise qui peut... Après, il faut creuser un petit peu plus dans le business model. Si vous connaissez le dossier, dites-moi dans les commentaires pourquoi déjà il y a... Je pensais que les courses devraient être plus stables que ça. Ça m'étonne quand même que toute la phase de 2013 jusqu'à 2016, ils étaient en phase baissière. Et qu'est-ce que s'est passé à ce niveau-là? C'est assez étonnant. Mais dans tous les cas, ils dessinent souvent ces figures-là. Donc moi, mais en tout cas, je vote pour, en fait. Parce que là, c'est vraiment une entreprise qu'il faut regarder de très haut. Ok? Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, dites-moi dans les commentaires, encore une fois, s'il y a d'autres sociétés qui vous intéressent. Et on en parlera dans la prochaine vidéo. Salut, Mind de Cash, à bientôt.